Alain nous a contactés à l'été 2018. Il venait d'être secouru en mer par un navire commercial. Et donc lui, bloqué dans ce bateau, il suivait déjà la page d'Info Migrants sur Facebook. Et il s'est dit, il faut que je témoigne de ce que je suis en train de vivre. Donc il nous a envoyé un message un peu comme ça, une bouteille à la mer sur Facebook. Et on s'est dit, super, on a un contact à l'intérieur. Donc là, il nous envoie des photos, on le contacte, il nous raconte ce qui se passe et il fait un vrai travail de journaliste citoyen, en fait. Il était dans une situation désespérée et une fois que cette situation a pris fin, on avait envie de savoir ce qui se passait pour lui, en fait. Comment il vivait sa vie, est-ce que ce qu'on leur avait dit à l'époque s'est réalisé, est-ce qu'ils ont eu des aides, est-ce que... Donc nous, on fait notre travail aussi journalistique, en fait, on veut savoir la suite de cette histoire. C'est important pour lui et pour beaucoup d'autres de raconter. Un migrant qui quitte son pays et qui est sur la route ne sait pas forcément ce qui se passe sur la route ou ce qui se passe dans certains pays. Et il a besoin de savoir que ces choses-là peuvent arriver à un moment donné. Donc Alain raconte aussi pour les autres, pour qu'ils sachent. Vraiment, c'était un cimetière. Tout le monde avait peur. On savait qu'on était mort. Moi, je savais que j'étais mort. J'avais accepté ma foi. Personne ne pleurait, personne ne faisait rien. On avait juste accepté notre foi. Mon étoile, c'est pas ton étoile. Ma chance n'est pas ta chance. Moi, j'ai pu passer. Mais je suis pas sûr si toi, tu vas passer. Voix d'exil. Un podcast de la rédaction d'Info Migrants et de RFI Labo. Our grievances have to do with the fact that the government is training and sending Depuis 3 ans, les combats entre séparatistes et l'armée sont quasi quotidiens. Le gouvernement ne fera pas usage de la violence aussi longtemps qu'il n'y aura pas véritable menace. Quelqu'un qui voyage librement pour respecter ces choses-là. Quelqu'un qui fuit la guerre pour survivre n'a pas le temps de respecter ces choses-là. Je suis originaire du Nord-Ouest Cameroun, plus précisément Ntan, anglophone. Alain, 30 ans. Déjà, j'ai quitté le Cameroun, je crois, fin 2016. J'ai quitté le Cameroun parce que je suis membre du groupe SCNC, Southern Cameroon National Conference, SCNC. Et c'est soniste, quoi. Bon, déjà, j'ai quitté mon Cameroun parce que je n'étais plus en sécurité. Après les manifestations qui ont eu lieu le mois de septembre 2016, ça a mal tourné. La police a dû intervenir. On a perdu des amis. Du coup, bon, je ne sais pas comment le gouvernement camerounais a pu entrer en possession de certains trucs qui nous condamnaient, quoi. Du coup, un mandat d'arrêt a été lancé contre moi et autres personnes qui faisaient partie de cette organisation. C'est comme ça que, bon, on a un grand frère, je ne peux pas décliner son identité, qui nous a fait part de cela, il nous a demandé de quitter le Cameroun au plus vite. Là, si on restait, soit on allait en prison, et si on va en prison, sérieusement, on ne va jamais en sortir vivant. Parce qu'on connaît les manières du gouvernement de Biya, si je peux appeler, parce que lui, c'est le président du Cameroun. Nous sommes entrés au Nigeria où nous avons fait une semaine. Les Nigériens sont partis au Niger. Au Niger, nous avons fait 2 semaines. Le Niger, nous sommes entrés en Algérie. Nous sommes arrivés en Algérie en plein hiver, on ne pouvait rien faire. Là-bas, on avait des amis qui nous ont dit en Algérie, on pouvait être en sécurité. On a donc travaillé pendant 7 mois. On payait nos factures, on vivait une vie paisible, sans problème, sans embrouille. Après les 7 mois, les problèmes ont encore recommencé. On était obligé de chercher une autre solution pour quitter de là au plus vite. Le peuple algérien, ils ont l'habitude d'arrêter les migrants, les noirs en fait, les personnes de couleur, les renvoyer hors de la frontière. Et généralement, ils les laissent en plein désert. On avait pratiquement peur d'être renvoyés parce que déjà si on nous renvoyait en arrière, c'était nous renvoyer vers une autre mort. Bon, essayons d'avancer, on voit si on peut entrer au Maroc et voir comment on peut recommencer une nouvelle vie là-bas. Je crois que nous sommes entrés au Maroc un jeudi, aux alentours de 2 heures. En Algérie, il y a généralement ce qu'on appelle des guides. On va les payer 100 € par personne. Et ils vous font traverser tous les points de contrôle entre l'Algérie et le Maroc. À la frontière, les Marocains, je ne sais pas si c'est les Marocains ou c'est les Algériens, ils ont creusé des trucs qui font pratiquement 5 à 7 mètres. Donc c'est ça qui sépare les deux pays. Et les guides nous ont donc abandonnés dans cette roue.
C'est là où on s'est démerdé, on a pu sortir des trous et puis on a traversé la barrière qui sépare le Maroc à l'Algérie. Bon, c'est les gars de frontières, ils sont sortis derrière nous, ils ont poursuivi toute la nuit. Mais on a réussi à les échapper cette nuit, jusqu'au petit matin où bon, ils ont pu nous arrêter, ils nous ont renvoyés en Algérie. C'est là maintenant nous sommes rentrés en Algérie. On a encore essayé de se réorganiser pour voir si on pouvait repartir au Maroc. Mais vu les risques et tout ce qui comporte, bon, on a décidé de se calmer d'abord. Nous sommes calmés, je crois, il y a eu un premier incident à Alger où on a arrêté des Noirs pour les renvoyer. On a donc pris la décision de se rendre en Libye. Et c'est entre le 10 et le 15 juin. Donc je devais les retrouver à la gare d'Oran et puis on devait quitter de la gare d'Oran pour la frontière qui est Deb Deb. Nous sommes donc arrivés à Deb Deb. J'ai fait pratiquement une semaine. Je suis un coxeur camerounais. Le coxeur, c'est les intermédiaires entre l'arabe et nous, les migrants, ceux qui veulent voyager au fait. Je suis donc arrivé, j'ai donc vu le coxeur en question. On a encore causé avec lui. Bon, ceux qui pouvaient changer de l'argent, changeaient. C'est comme ça qu'il nous a pris un bon soir, aux environs de 2 heures. Ils nous ont lancé dans le désert, comme d'habitude. Nous avons marché pratiquement 4 à 5 km. C'est en plein désert que bon, on a vu les véhicules garés de loin. Les Libyens ont lancé le convoi. Nous avons roulé pratiquement 1 à 2 heures en plein désert. Ils sont arrêtés subitement. Ils nous disent que celui qui veut continuer le voyage doit payer 100 dinars libyens. On était dépassé que mais comment se fait-il qu'on paye l'argent derrière? Arriver avec vous en plein désert, en pleine nuit, au milieu de nulle part, on demande de payer, on prend l'argent ou on n'a plus d'argent. Nous, on n'a pas d'autre choix. Ceux qui avaient, ont payé pour ceux qui n'en avaient pas. Donc, on s'est serré le coude. À un niveau encore, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont garé un camion et sorti de nulle part. Ils ont donc tous pris mettre dans le camion. Bon, dans le camion, généralement, c'est un camion, les bennes. Une benne, normalement, si on veut mettre les gens dedans, c'est maximum 50 personnes pouvaient suffire dans une benne. Mais ce jour, on était plus de 100. Ils ont bâché avec des vieux draps. Prendre tous nos biens, tous nos sacs, tout ce qu'on avait à manger, ils ont jeté. Ils ont roulé. Entre temps, il y a un Congolais qui était derrière moi. Il a eu un malaise, quoi. Il s'est mis à crier. On s'est mis à frapper la coque du camion. Les Libyens sont arrêtés. Je croyais qu'ils devaient peut-être demander qu'est-ce qui ne va pas. Ils ont dégainé les kalachnikovs, commencé à frapper tout le monde. Pourquoi on frappe? Mais quelqu'un en train de mourir, qu'est-ce qui se passe? Il a demandé qu'on ne doit même pas broncher, qu'on ferme nos bouches, on reste tranquille. On a juste supporté. Ils ont roulé pratiquement 4 à 5 heures. On ne connaissait pas notre position. En ouvrant les yeux, on s'est juste rendu compte qu'on était dans une autre ville que celle qu'on devait partir. Parce que quand nous sommes arrivés, ils nous ont d'abord pris, nous tous, ils nous ont enfermés dans une grande salle. Bon, 30 minutes après, on a juste vu des pick-up qui garaient. Donc quand ça arrive, apparemment, ils vendaient les gens. On ne connaissait pas, moi je ne connaissais pas encore. Quand un pick-up arrive, ils viennent. Soit ils veulent des hommes, soit ils veulent des femmes, ça dépendait d'eux. Mais généralement, ils prenaient des hommes qui étaient robustes bon, pour les travaux. Ils ont donc choisi ceux qu'ils pouvaient choisir. Ils sont partis, mais moi je suis resté là-bas avec 2 de mes amis. 2-3 jours après, ils sont venus, ils nous demandent qu'on doit payer, je crois qu'ils parlaient, c'était de 2500 dinars pour sortir de là. Et on a dit, mais payer 2500 dinars, pourquoi encore? C'est là où un autre Camerounais qui nous fait comprendre que c'est comme ça que ça se passe ici. Quand vos coxeurs vous prennent de l'Algérie, ils vous vendent. Donc déjà à la base, certaines personnes croient que ce sont les Libyens. Oui, les Libyens sont méchants, oui. Ça, je connais qu'ils sont méchants. Le véritable problème des migrants, des Noirs en Afrique, sont les Noirs. Parce que si déjà ton propre frère noir ne te vend pas, il n'a pas le cœur de te vendre, c'est que le Libyen a le cœur là de te maltraiter. L'Arabe qui est donc venu pour nous chercher, pour aller travailler, apparemment il travaillait avec un autre coxeur qui est en Algérie, que je connais bien, un de mes grands. C'est comme ça qu'ils nous ont pris, ils sont partis travailler dans un champ de pastèques. Ils ont travaillé là-bas pratiquement 2 semaines. L'Arabe qui nous prend, lui il prenait les Noirs pour les libérer parce qu'il connaissait ce que ses frères faisaient. C'est lui qui nous a donc pris, nous a remis dans la main d'un de ses frères qui allait nous le laisser chez une autre personne qui nous a envoyé à Zapata. À l'époque, c'était la ville principale des départs des migrants. Donc c'est comme ça que j'arrive à Zapata. À Zapata, on a attendu le lancement pratiquement pendant 5 à 6 mois.
Bon, le lancement, c'est l'organisation des voyages, quoi, des migrants. Genre, les Arabes, ils ont ce qu'ils appellent des lampas, des pompiers, comme on voit généralement à la télé, avec des planches, des contreplaquets. Ils chargent des migrants dedans à l'intérieur et puis ils vous poussent à la mer. Au fait, ils vous poussent à votre mort parce que ça, ce n'est pas, c'est pas un voyage sérieux. Bon, je suis arrivé là-bas. Normalement, on devait nous faire traverser le mois qui suivait, mais les choses ne se sont pas passées comme on espérait. On devait faire 1 mois pour qu'on nous lance. Ça n'a pas été le cas. Nous avons mis 6 mois au contraire. On était juste là dans les campos, en pleine forêt. On vivait sur le sol pour manger. Il fait qu'on parte dans les décharges pour ramasser de quoi manger. Il n'y avait pas de vêtements en fait. J'ai fait pratiquement 6 mois avec un jean et un t-shirt. Un jean et un t-shirt. Et il y a des puces qui te mangent le corps. C'est vraiment l'enfer, sérieux. Après les 6 mois que nous avons passés à Zabata, il y a eu une guerre entre le gouvernement et les passeurs. Donc du coup, le gouvernement a proposé aux passeurs de livrer tous les migrants pour pouvoir les laisser. Et ils ont accepté. Donc ils étaient censés nous remettre entre les mains du gouvernement, les rebelles. Parce que le gouvernement en Libye fait possession des rebelles. Pour ne pas être poursuivis. Bon, quand nous sommes rentrés pour chercher le bois, on a juste constaté que nous étions encerclés par des hommes armés. Ils ont embarqué dans des camions. C'est comme ça que je me suis retrouvé en prison, à Tripoli, à la prison de Terigmata. Ils appellent ça des centres de rétention, mais ce sont des prisons. C'est plus que des prisons. Parce que non seulement vous ne mangez pas, vous ne vous lavez pas, vous êtes entassés dans des hangars vraiment, franchement sales. On vous frappe matin et soir, donc vous n'avez droit à rien. Tu ne dois pas parler. Si tu parles, tu es battu. Tu lances un regard même à travers, tu es battu. On ne peut pas compter combien de personnes une foule devant nous. On a des frères qu'on a cassé les bras devant nous, les frères camerounais avec qui on dormait. Bon, nous on a eu la chance. On essayait de se contrôler, ne pas se mettre à l'avant de quoi que ce soit. Parce que déjà quand ils ouvraient l'hangar, les premières personnes qui voient devant eux, c'est la bastonnade. L'arabe est méchant comme ça pour rien, je ne sais pas pourquoi. L'arabe est franchement méchant. Et surtout le Libyen, je ne connais pas les autres, mais moi ceux qui m'ont montré que je n'étais pas humain, c'était les Libyens. Sérieux. Le Libyen, c'est vraiment l'agent du diable sur terre. Sérieux. Ça se passe comment? Il y a le hangar des hommes et les femmes sont de l'autre côté. Mais c'est un même centre. Certaines sont violées, sans vous mentir. Certaines sont violées. C'est un bordel. On appelle des connection house en Libye. Ces bordels sont toujours gérés par des Noirs. Surtout les Nigérians. Il y a les Nigérians et les Gambiens. Quand il y a arrivage, les Noirs qui gèrent ces trucs-là viennent voir les Arabes. Et les Arabes les livrent des filles pour aller se prostituer. Ils achètent une femme à... Ça va entre 1500 et 2500 dinars pour une femme. Donc quand tu lui remets ces 2500, la femme t'appartient. Et les hommes, ils vous prennent pour les travaux forcés. Moi personnellement, on est venu me prendre une fois pour aller me faire travailler dans une caserne militaire. Je nettoyais les armes pendant 1 semaine, sans repos, jour pour jour. On transportait des armes d'un point à l'autre. On balayait tout le camp. Bon, j'ai fait pratiquement, je crois que j'ai fait 2 mois en prison à Terigmata. De là, je suis reparti maintenant à Tripoli, où j'ai fait pratiquement 1 mois. Quand le temps est devenu bon, j'ai donc contacté un autre passeur pour pouvoir voyager. J'ai contacté un passeur dans la ville de Zouara, en Libye. Il m'a donc dit que bon, il va m'envoyer un chauffeur pour venir me chercher. Parce que déjà en Libye, le noir est considéré comme de l'or. Parce que si tu sors sans arabe en Libye, on te kidnappe. On te vend. Bon, il m'a donc envoyé le taxi. Le taxi est venu me chercher un week-end. On a voyagé pratiquement toute la journée pour Zouara. Je suis donc arrivé chez lui à Zouara.
chez lui. À ce soir, je devais normalement faire une semaine pour qu'il me lance. Une semaine est devenue 1 mois, 1 mois, 2 mois, 2 mois, 1 an. C'est comme ça que je me suis retrouvé, j'ai fait 1 an là-bas. Bon, le 10 juillet 2018, c'est où on me lance dans la ville des Zabrata. Et malheureusement pour nous, le ministre de l'Intérieur italien à l'époque, qui était Matteo Salvini, avait enlevé tous les navires humanitaires sur l'eau. Aux environs de minuit, le temps s'est gâté. La mer s'est déchirée sur nous. Les vagues nous ont malmenés comme ça pouvait nous malmener. On s'était garé. Parce qu'on n'avait ni boussole, ni GPS. Rien. Ni même téléphone, on n'a pas de téléphone. Vraiment, c'était un cimetière. Tout le monde avait peur. On savait qu'on était mort. Moi, je savais que j'étais mort. J'avais accepté ma foi. Personne ne pleurait, personne ne faisait rien. On avait juste accepté notre foi. Bon, le troisième jour, on a encore aperçu un autre bateau. On a essayé de, agiter des vêtements, crier, tout, rien. Ils ne nous voyaient pas. C'est un Bangladesh qui était avec nous qui ont proposé que bon, on essaye de pousser le bateau vers eux. Mais vous êtes même normal. Pousser le bateau vers eux comment? On va faire comme si on est en pleine mer. On va pousser le bateau vers eux comment? C'est lui qui dit que bon, dans le bateau il y a des cordes. On a des gilets. Ceux qui peuvent nager, que 4 plongées dans la mer, ils attachent. On avait attaché les cordes sur le bateau. En avant. On avait attaché quoi? 2 ou 3 cordes. Ceux qui pouvaient nager, qu'ils nagent, ils aillent à l'avant. Ils aillent nager en tirant le bateau et deux qui vont derrière, ils poussent. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. 6 heures. C'est à 17 heures. On a constaté qu'on ne bougeait. On ne bougeait pas. On s'est fatigué dans la mer ce jour. Bon, on ne sait pas comment ils ont fait pour nous voir, mais ils nous ont vus. Ils sont donc amenés vers nous. Et j'étais surpris de nous voir parce que franchement, en 3 jours, on avait tous maigri. Parce qu'on n'avait plus à manger, ni rien. On avait tous maigri. Là, quand ils sont amenés vers nous, ils étaient surpris de nous voir. Ils ont demandé, mais vous faites quoi ici? Comment vous êtes arrivé ici là? Ça fait combien de jours? C'est donc on leur dit qu'on nous a lancé de la ville de Zabrat en Libye. Et nous sommes égarés en mer. Ils étaient dépassés. C'est comme ça qu'ils ont dit que bon, attendez, on va vous donner à manger. Vu nos crétins, ils ne pouvaient pas. Ils ont donc lancé des bouteilles d'eau. Il ne peut pas nous prendre parce qu'il nous a dit que s'il nous prend, aucun bateau ne peut plus nous reprendre. Il sera obligé de rentrer avec nous dans son pays. Il nous a lancé des bouteilles avec des biscuits. On a mangé, on a bu. Après, ils ont pris le téléphone. Ils vont essayer de voir s'il y a des bateaux humanitaires dans l'eau. Ils ont appelé rien. Ils ont essayé rien. Ça, c'était le 5e jour. Ils ont appelé le centre de coordination de de recherche. Ils ont dit que bon, ils vont essayer d'envoyer un navire quoi. L'Italie a dit il arrive dans 2 heures. 2 heures se sont multipliées parce que la nuit nous a retrouvés encore là-bas. Le capitaine quand revenu le lendemain dit qu'il a appelé l'Italie fatigué, l'Italie ne réagit pas. Il a appelé la France, appelé l'Espagne, appelé Malte. Tous disaient qu'ils arrivent, rien. Je crois que c'est le 6e jour là qu'il a donc dit que bon, il est fatigué d'appeler les gens. Il va essayer de voir s'il peut appeler ses collègues qui viennent nous enlever. On n'en pouvait plus. Nous étions fatigués, nous étions épuisés. Donc le navire est donc arrivé. Je crois 4 heures après, ils nous ont pris. Comme ça. Bon, quand moi j'ai vu d'abord le drapeau qui planait au-dessus du navire, j'ai dit à mes amis que ça, ce n'est jamais l'Europe. Ce n'est pas un bateau européen, ce n'est pas un bateau humanitaire. Sachez que le drapeau, c'est le drapeau tunisien. Ils m'ont d'abord insulté. J'ai dit, arrêtez, vous allez voir. C'est comme ça qu'ils ont donc pris la route. On ne connaissait pas, nous étions fatigués. On dormait au fait. Ça faisait de 3 heures que, mais on se réveille. On a accosté, toujours en mer. On disait que mais vous avez vu, nous sommes où? Ils se réveillent tous. Ils demandent donc au matelot que mais nous sommes où ici? C'est de le matelot que nous sommes proches des côtes tunisiennes. J'étais dépassé. C'est-à-dire que donc toute la souffrance, toute la torture là, c'était pour se retrouver encore ici. On a fait pratiquement 2 à 3 jours dans le navire. Les filles n'avaient rien à se mettre dessus, ni sous-vêtements, ni habits de rechange, rien. On a donc appelé le capitaine a appelé la Croix-Rouge qui est venu avec les trousses de toilette et consorts. Ça a suivi son cours. Et les négociations sont faites de gauche et de droite. La Tunisie nous a recueillis. Arrivé en Tunisie, j'ai fait
1 an. Et les 1 an, c'était pas... ce n'était pas le genre de... Comment dire? C'était pas le genre de vie que moi j'espérais m'avoir avec tout ce que la Tunisie a dit qu'il devait nous faire. Parce que, non seulement, on arrive sur le foyer de Medellín, c'est insalubre. 2, il n'y a pas de sécurité. C'est après que, bon, on a compris que tout ce qu'ils ils ont promis dans le bateau, c'était juste du folklore. En Tunisie, le migrant souffre. Tu es exploité, tu es mal à l'aise. C'est les gens que... Ils sont racistes à un niveau que moi, je ne comprends pas. Ils sont tellement racistes. Sérieux. Là, le Tunisien te voit passer, il crache. Tu viens de t'aboutir, parfois, tellement il est sorti. Il y a des taxis, tu regardes des taxis. Ils mettent le parfum partout. Je suis entré en contact avec un autre coxeur qui m'a fait descendre d'où il est. Bon, quand il faut aller chercher des passagers, bon, parfois, je vais lancer. Quand il faut aller déposer, je ne suis pas déposé. Quand peut-être on part dans un lancement, ça capote, c'est moi qui gère, je coordonne tout sur le terrain, je ramène tout le monde. Et je savais que si j'aidais à ce que son truc soit bien, je vais quitter de là. Chez lui, il a essayé de me faire partir plusieurs fois. Et ça n'a pas toujours été ça parce que soit la police tombait sur nous, soit on arrivait, le lancement capote, il faut qu'on se démène pour rentrer, bon, tout ça. Il m'a dit que bon, aujourd'hui, tu pars. Il m'a pris moi, mon ami avec qui j'ai fait la Libye, un autre frère et d'autres personnes. Comme ça, ils nous ont emmenés dans une ville proche de là. On les a mis dans le bateau. Aux environs de 2 heures, on les a donc lancés. Rien ne peut se passer dans des côtes ou bien des frontières d'un pays sans que les autorités ne soient au courant. Que ce soit en Libye, que ce soit en Tunisie. Parce que ce jour qu'on nous a lancés, la marine est tombée sur nous. On nous a encore pris, mais ils nous ont laissé passer. C'est là que j'ai compris que réellement, il y a toujours les trucs qui se passent. C'est comme ça qu'on nous a donc lancés. Nous sommes arrivés en Italie, le 4 juillet. Nous sommes arrivés à Lampedusa. C'était la première fois que je dors un vrai sommeil. Je suis venu retrouver ma famille en Allemagne. Depuis là, je suis là. Et ma demande d'asile suit son cours. J'attends toujours. Et ma seule crainte maintenant, c'est ma famille qui reste derrière parce que le Cameroun va de mal en pire de jour en jour. Mes frères sont tués dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tous les jours. Même ici en Europe. Parfois, tu es avec des frères camerounais. Ils ont l'habitude de nous appeler, nous les anglophones, Bamenda. Donc, c'est une façon pour eux de dire que nous sommes bêtes. Et c'est ce que leurs parents les ont fait croire. Que nous, les anglophones, on n'a rien dans la tête. C'est ça, sérieusement. Et c'est ça qui fait en sorte que, bon, nous, les anglophones, on a décidé de prendre notre parti et rester de notre côté. Parce que déjà, à la base, leurs parents ont trompé nos parents. C'est pour cela que nous sommes devenus une nation. Et nous sommes fatigués qu'ils marchent toujours sur nos droits. Donc, c'est tout ça qui m'a fait fuir mon pays. C'est tout ça qui a fait en sorte que le régime de Paul Biya voulait ma mort. Moi et mon frère et autres amis. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Alain est aujourd'hui en Allemagne et il est allé rejoindre son frère qui a aussi quitté le Cameroun un peu plus tôt que lui. Et aujourd'hui, il est aux côtés de son frère en Allemagne et il vit de petits boulots à gauche à droite. Il est ce qu'on appelle un Dubliné. En fait, sa demande d'asile dépend du premier pays d'arrivée en Europe. Donc pour lui, c'est l'Italie. Et donc en attendant, l'Allemagne ne prend pas sa demande d'asile pendant un certain temps. Donc quand cette période est terminée, il pourra déposer sa demande d'asile en Allemagne. Ça peut durer entre 6 et 18 mois. Ils sont une quarantaine à bord, dont 8 femmes. Parmi elles, une est enceinte, selon le site Infomigrant qui a été contacté par... Le canot pneumatique sur lequel avait pris place plus d'une centaine de personnes était en train de couler et les passagers ne savaient pas. En fait, le site a suivi avec ce bateau, ça crée un précédent et qu'avec les dernières déclarations du Conseil européen il y a 2 semaines... Voix d'exil, un podcast de la rédaction d'Infomigrant et de RFI Labo.
Journaliste, Leslie Carretero. Réalisation, Benjamin Saralier. Coordination, Amara Makoul. Mixage 3D, Xavier Gibert. Musique, Chinese Man Records.